Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du Front National. Vous connaissez le principe de l'émission. On est ensemble jusqu'à 20h. Je vais d'abord vous interroger sur l'actualité politique et l'actualité chargée notamment au sein du Front National, puisque vendredi, votre père Jean-Marie Le Pen a voulu placer devant les tribunaux la relation qui le lie au Front National. Et puis il y a cette refonte des statuts qui est en cours. Et puis on parlera bien sûr aussi des régionales, des migrants. C'est ensuite Emmanuel Le Chypre qui viendra vous interroger pour Question d'écho. Emmanuel Le Chypre qui est éditorialiste à BFM Business, où vous pouvez nous suivre en direct côté radio et nous réécouter en intégralité côté télé à 22h ce soir. C'est ensuite Jérôme Béglé, qui est directeur adjoint de la rédaction du Point, qui viendra en quelque sorte tirer votre portrait et voir notamment vos éventuelles contradictions. Et puis dans la deuxième heure, c'est Jean-Marie Le Guen qui viendra représenter le gouvernement face à vous pour le face-à-face. Mais je voudrais qu'on commence sur cette question des migrants. C'est le dernier épisode des vagues quotidiennes de migrants. Cette nuit, il y a une bonne centaine de migrants qui se sont amassés et qui ont dormi sur les rochers à la frontière entre l'Italie et la France, à Vintimille. Ils refusent de bouger, ils menacent même de se jeter dans la mer si les gendarmes s'approchent d'eux. Je voudrais qu'on écoute un témoignage qui a été recueilli par BFM TV ce matin. Il s'appelle Diagui et il est originaire de Guinée-Conakry. En France, il y a l'île, la famille est beaucoup. Moi, je suis francophone, c'est Guinée-Conakry. Ah non, moi je vais tenter force, je vais rentrer en France. Moi, j'ai tenté force, mais je vais rentrer en France. Parce que moi, c'est mon pays, France. C'est mon pays, France. C'est francophone. Pourquoi pas c'est francophone, c'est pas France, refuser les France. C'est pas bon. Je veux rentrer en France, c'est mon pays, la France. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit que non. Son pays, c'est pas la France. La France est le pays des Français. Et par conséquent, les Français ont le droit d'exiger que d'abord soit respectée leur volonté. Je crois qu'ils l'ont exprimé au travers des études d'opinion à plusieurs reprises, au travers seulement des études d'opinion, puisqu'on ne leur pose jamais la question, et notamment, il ne viendrait pas à l'esprit ni de l'UMP qui a gouverné, ni du PS qui gouverne aujourd'hui, d'effectuer sur le sujet de l'immigration un référendum. Vous le feriez ? Les Français sont opposés à l'immigration, opposés, et ils sont de plus en plus nombreux à être opposés. Vous feriez ce référendum? Je crois que j'ai pas besoin. Si je suis élu président de la République, je pense que tout le monde... Votre élection vaudrait référendum sur cette question-là, vous voulez dire? Oui, je le crois. Je pense que les Français ont le droit d'exiger, encore une fois, que soit respectée leur volonté et d'exiger que soit respecté leur désir, de mettre en place des critères. Il ne suffit pas de réclamer de venir en France pour y être accueilli. Ça n'est pas envisageable, ça n'est pas admissible et c'est même fou de pouvoir imaginer l'inverse. À l'instant, Matteo Renzi, lui, dit plutôt l'inverse de vous. Il dit qu'il faut les accueillir. Il a dit même que les 24 000 migrants, qui est le chiffre amené par la Commission européenne, qui demande qu'il y en ait 24 000 qui soient accueillis en Europe, Matteo Renzi, il dit que c'est de la provocation, ça n'est pas suffisant. Il dit que c'est dérisoire par rapport aux 57 000 migrants que l'Italie a accueillis depuis le début de l'année. Mais oui, mais évidemment, Matteo Renzi, on peut le comprendre. C'est lui qui prend la charge d'être le pays de transit de cette immigration clandestine. Donc il a envie de filer la patate chaude aux voisins, on peut le comprendre. Mais on voit bien qu'on est en train de faire totalement fausse route. Ces problèmes d'immigration clandestine, non seulement durent depuis des années, mais ils s'aggravent année après année. Et en ce moment, ils s'aggravent même mois après mois, jour après jour. Il faut donc changer radicalement de vision sur l'immigration. Donc on fait quoi? On fait quoi avec ces 57 000 migrants qui sont en Italie, par exemple? D'abord, on rétablit nos frontières. Je vois que quand ça les arrange quand même, nos gouvernants, ils redécouvrent les bienfaits de la frontière. Là, la frontière entre l'Italie et la France, celle qui empêche ces centaines de migrants d'entrer, on est quand même heureux de pouvoir Vous aimeriez que cette situation de fait, elle soit reconnue tout au long de la frontière? Suspendre immédiatement Schengen. Immédiatement. Comme d'ailleurs les traités le prévoient. Lorsqu'il existe un danger important, on peut suspendre Schengen et retrouver la maîtrise de nos frontières. Ça ne suffira pas. Il faut aussi lancer un signal à l'ensemble de ces immigrants clandestins. Nous ne voulons pas que vous veniez vous installer chez nous. Nous n'en avons plus les moyens. Alors on va arrêter... Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas juste leur dire concrètement, c'est quoi? Ça veut dire qu'on arrête de les loger. Ça veut dire qu'on arrête l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an. L'idée d'un centre d'accueil à Paris... Et qui est le coût de la santé exclusivement réservé aux clandestins. Je vous signale qu'un certain nombre de pays comme l'Australie font même des campagnes de publicité dans les pays
dont sont originaires les clandestins pour dire ça n'est même pas la peine de tenter le voyage, vous ne trouverez pas de place dans notre pays. Vous citez régulièrement l'exemple de l'Australie, mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas comparable. L'Australie, c'est une île, elle n'a pas franchement de frontières très nettes et des côtes aussi proches. Ça devrait être donc beaucoup plus difficile pour l'Australie d'empêcher les immigrants clandestins d'entrer que pour la France. Non, le problème, c'est que c'est une question de volonté. Or, nos gouvernants sont velléitaires sur ce sujet. C'est vrai des socialistes, honnêtement, c'était vrai de Nicolas Sarkozy. Il a eu exactement les mêmes chiffres d'immigration clandestine. Le centre d'accueil, qui est évoqué notamment par Anne Hidalgo, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait un centre d'accueil des migrants à Paris, après les épisodes de cette semaine où des migrants ont été bougés d'un point à un autre dans Paris. Un jour sans fin, un jour sans fin. On a l'impression d'être revenu des années en arrière avec le démantèlement de Sangatte. Et on avait vu Nicolas Sarkozy arriver avec les caméras, etc., les coups de menton. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bah oui, on a vu qu'en réalité, en supprimant d'ailleurs... C'est du bluff ? Mais c'est du bluff, c'est de la communication. Le problème, c'est que nos gouvernants ne font plus de la politique pour les Français, ils font de la politique pour les médias. Et ça, c'est meurtrier parce que pendant ce temps-là, l'ensemble des problèmes s'aggravent. Et ça n'est pas en changeant les mots, car j'ai vu que, comme l'État islamique devenu Daesh, à la demande du gouvernement, aujourd'hui, on ne parle plus d'immigrés clandestins, on parle de migrants. Je pense que c'est probablement pour essayer de noyer le poisson. Non, donc vous estimez que ce ne sont pas des migrants qu'il faut les appeler ? Ce sont des immigrés clandestins. C'est-à-dire, ce sont des gens qui viennent sur notre territoire, je peux les comprendre et je leur en veux pas, mais qui viennent sur notre territoire en sachant pertinemment qu'ils violent la loi française en venant. Il faut donc lancer un signal très clair. Or, le signal que nous lançons est tout à fait confus. On les envoie d'un coin à un autre et en même temps, on ne cesse de dire qu'il faut être généreux, qu'il faut les accueillir. Mais ce signal-là, évidemment, ils l'entendent. Alors quand on me dit ce sont des réfugiés politiques, non, ça n'est pas vrai. Le statut de réfugié politique, c'est un statut qui est accordé individuellement. Il faut que la personne mais vous le maintiendriez, ce statut. Oui, mais il faut beaucoup le restreindre, car aujourd'hui, il est une véritable filière d'immigration clandestine. Mais c'est une spécificité française que vous maintiendriez. Mais bien sûr, on ne peut pas considérer, par exemple, que tous ceux qui proviennent d'un pays en guerre ont le droit au statut. Ça n'a aucun sens. Alors accueillons les 2 millions d'habitants du Soudan, accueillons les 6 millions d'habitants de Libye, accueillons les 22,5 millions d'habitants de Syrie. En gros, vous dites, comme Michel Rocard, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ah oui, le malheur, c'est que derrière ces mots-là, il n'y a eu absolument aucun acte. Puis ce que je dis aussi, c'est qu'il faut changer notre politique internationale. Parce que nous vivons là les conséquences de l'erreur dramatique de Nicolas Sarkozy, soutenu à l'époque par François Hollande, qui a consisté à déstabiliser l'intégralité de la région, mettre la Libye... Il ne fallait pas s'en mêler. La Libye à bas. Il ne fallait pas s'en mêler. Qu'est-ce qu'il fallait faire total. Il ne fallait pas s'en mêler et aujourd'hui encore, il ne faut pas s'en mêler. Mais s'en mêler a consisté à mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Alors oui, pour le coup, vous estimez que c'est s'en mêler pour mettre au pouvoir les fondamentalistes islamistes. Se mêler de la Syrie aujourd'hui, ou plutôt refuser de combattre l'État islamique en Syrie aujourd'hui, c'est évidemment lui permettre d'avancer et de combattre aux côtés de Bachar el-Assad. Mais je pense qu'il aurait fallu, dès le départ, envisager un gouvernement avec les Alaouites et avec ceux qui étaient opposés à l'État islamique. On a fait l'inverse, on a assisté, on a soutenu des rebelles qui étaient des fondamentalistes islamistes. On fait, madame, n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, regardez que nous sommes aujourd'hui... Non, mais la France est aujourd'hui associée à Al-Nosra, c'est-à-dire à Al-Qaïda. Donc nous nous associons à Al-Qaïda, à une branche d'Al-Qaïda, pour lutter contre l'État islamique. On va arrêter ça, à un moment donné, de faire n'importe quoi? Ou on va prendre la responsabilité, peut-être demain, de déclencher une 3e guerre mondiale? Est-ce qu'on est déjà dans la 3e guerre mondiale, comme le dit Christian Estrosi, d'après vous? En tout cas, il y a une guerre internationale qui nous est menée. Ça, c'est une évidence, puisque l'État islamique se diffuse dans un nombre de pays de plus en plus considérable, qu'aujourd'hui, dans les milieux raisonnables, on dit même que l'Arabie saoudite pourrait être demain en danger si la Syrie tombe aux mains de l'État islamique.
Ça n'est pas rien, car derrière l'Arabie saoudite, ce sont des mannes financières qui sont considérables. Alors moi, ce que je propose tout de suite, c'est de tourner le dos à la politique internationale qui a été menée par Sarkozy et par Hollande. C'est de revoir nos alliances et arrêter cette alliance avec le Qatar, dont nous savons pertinemment qu'il finance le fondamentalisme islamiste partout. Et s'allier avec qui, du coup? Partout où il est possible. À la place, on s'allie avec qui? Partout où il est possible de le faire. Je pense qu'il faut agir pour arrêter les financements à l'État islamique, chercher qui fournit les armes, qui achète le pétrole de l'État islamique. Ça, c'est assez facile. Il faut s'appuyer sur des pays qui luttent contre le fondamentalisme islamiste. L'Égypte. Et par exemple, et les Émirats arabes unis. L'Égypte, pourquoi? Parce que c'est la seule puissance qui permettra demain la stabilisation de la Libye. Je suis allé en Égypte. J'ai rencontré le Premier ministre égyptien qui m'a dit plusieurs choses. Nous sommes tombés totalement d'accord. Un, il a évoqué la naïveté des dirigeants occidentaux face à la poussée, à la montée du fondamentalisme, y compris sur nos propres territoires. Et deux, il a réclamé qu'une action, une réaction pour pouvoir prendre la mesure du danger que représente l'État islamique et choisir évidemment les bons interlocuteurs. Retour en France, Marine Le Pen, avec les régionales, est-ce que vous serez candidate pour la présidence de la région du Nord? J'ai pris ma décision et je donnerai ma décision très rapidement. Je la réserverai bien entendu aux habitants de la région Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Mais ça fait un peu, voilà, ma décision est prise, mais je ne vous la dis pas, un peu nananaire, je le sais, mais je ne le dis pas. Quoi. Non, c'est pas nananaire, c'est que je suis encore maître de mon calendrier, voyez-vous, et je n'entends pas me le faire imposer par quiconque. Ça veut dire que, finalement, si vous ne le dites pas pour l'instant, c'est que vous voulez faire une sorte de mise en scène, quoi. Non, je veux respecter les habitants du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie. Ils nous écoutent ce soir, les habitants du Nord-Pas-de-Calais, entre autres. Je pense que la moindre des choses, c'est de s'adresser à eux. Voilà. Et à eux d'abord. Vous n'hésitez plus? Non, je n'hésite plus, ma décision est prise. J'ai pesé le pour et le contre de chacune des solutions qui m'étaient proposées. Mais pourquoi du coup vous prenez du retard? Quand on voit par exemple votre nièce, Marion Maréchal Le Pen, elle a déjà une campagne qui est prête, en bonne et due forme, elle en parlait encore ce matin, elle est sur le terrain quasiment tous les jours dans la semaine. Vous prenez du retard? Vous avez raison, non, je prends pas non, je crois pas que je prenne du retard. Je pense que les habitants de Picardie et de Nord-Pas-de-Calais me connaissent très bien. Vous savez que je suis député européen déjà de cette circonscription, bon, avec la Normandie, mais enfin elle n'est pas concernée par les régionales. Je suis conseillère régionale, présidente de groupe, ce qui n'est pas le cas de Marion aujourd'hui. Elle passera directement à présidente de Donc région, vous, je le souhaite. Vous avez franchi les étapes les unes après les autres et que la présidence de région, du coup, s'appuie sur ce terrain-là. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on nous connaît bien, les habitants nous connaissent bien, ils connaissent déjà bien le projet qui est le nôtre. Et donc, je pense que personne n'est véritablement parti en campagne totalement aujourd'hui. Chacun est en train de mettre en place les équipes. À mon avis, la campagne démarrera véritablement. Donc vous n'aurez plus qu'à dire go, mais enfin ça y est, vous êtes prête, quoi. Je ne vous dis pas ça, je dis que la campagne est prête du Front National et par conséquent, quelle que soit encore une fois ma décision, quand on vous entend, en tout cas, quelle que soit ma décision, nous sommes en situation, en état de marche. Nous sommes prêts à cette grande bataille très importante que sont les régionales. Concrètement, ça ressemblera à quoi une région FN? Ça change quoi pour les habitants? Eh bien, ça ressemblera à une grande municipalité, en quelque sorte. Mais ce sera quoi la différence? Quelle est votre marge de manœuvre? Regardez la différence qu'il y a. C'est quoi la force d'une région FN par rapport à une région PS ou UMP? C'est ce que nous avons fait pour les municipales. C'est des grandes lignes politiques qui commencent par le respect de l'argent public. Car il y a dans les régions des gabegies qui sont aujourd'hui insupportables aux Français. Vous voyez ce qui s'est passé avec M. Valls, cette indolence, cette désinvolture avec laquelle il utilise l'argent public. C'est ça que les Français n'ont pas supporté. Comment vous jugez sa semaine à Manuel Valls? Est-ce que vous estimez, comme le titre du JDD, que ça y est, à partir du moment où il a avoué, il est globalement pardonné? Non, permettez-moi, je ne crois pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, Manuel Valls a dit quelque chose d'encore plus terrible en cherchant à se sortir de cette situation que ce qu'il avait fait. Il a dit « j'ai fait une erreur de communication ». Voilà. Or, il a donc considéré que l'acte lui-même n'était pas répréhensible, que le fait d'aller regarder un match de foot avec les moyens de la République, le fait de mentir en disant qu'on avait une réunion très importante qui ne pouvait pas attendre 2 jours avec M. Platini. Pour vous, il a menti, hein? Bon, bien sûr, je crois que chacun l'a compris. Bon. Eh bien, tout cela n'était pas en réalité une faute. La faute, c'était de s'être fait prendre.
Et ça, je crois que c'est encore plus dévastateur que la faute elle-même. Aujourd'hui, il dit « j'ai fait une bourde ». Une erreur. Il a reconnu, là, pour le coup, le fait était une erreur. Bon, chaque jour amène son lot, quoi. Donc vous vous dites c'est jamais fini, quoi. Oui, voilà, ce qui prouve qu'il n'y a pas quand même beaucoup de sincérité derrière ça. On peut commettre des erreurs, hein. On peut commettre des erreurs, mais on les admet, on dit voilà, là, effectivement... mais qu'est-ce qui est pire entre... Mais là, l'erreur de com, j'avoue que moi, j'ai trouvé ça encore pire. Qu'est-ce qui est pire entre faire un voyage, effectivement, en jet de la République ou, par exemple, planquer 2 millions en Suisse pour ne pas payer d'impôts en France, comme est soupçonné votre père dans une enquête menée par Bercy? Comme vous le dites, vous avez utilisé la bonne formule. Pour l'instant, il s'agit de soupçons médiatiques. Moi, je ne connais pas médiatique, rien. Hein, judiciaire en l'occurrence. C'est une enquête qui est ouverte l'ouverture par d'une Bercy, enquête. hein. Non, mais d'accord, mais l'ouverture d'une enquête reste l'ouverture d'une enquête. Si vous voulez, moi, je n'ai aucun élément. C'est pas juste une enquête médiatique. Je n'ai aucun élément là-dessus. Mais quelle que soit la réalité de cette situation, c'est de toute façon pas l'argent de la République. Mais si c'est réel... Ça n'est pas l'argent des Français. Donc c'est moins pire. Si jamais c'est réel, c'est moins pire. Non, mais écoutez, parce que c'est quand même de l'argent qui, du coup, ne rentre pas dans les caisses de l'État, puisqu'on ne paye pas les impôts. Je comprends que vous fassiez ce parallèle. Non, mais M. Valls, il est... C'est moins grave parce que ce n'est pas l'argent de la République. Ce que je vous dis, c'est que M. Valls, il est Premier ministre. Premier ministre. Voilà. Encore une fois, ça démontre, ces comportements, que... Il n'a pas conscience de la souffrance des Français. Mais ce n'est pas tout à fait quand même les mêmes proportions. Je vous demande pardon, Marine Le Pen. Vous dites... mais madame, vous mélangez. Non, mais excusez-moi. Non, mais madame, permettez-moi. C'est de l'argent privé. Non, mais madame, je crois... qui échappe aux impôts. Madame, je crois que vous cherchez à mélanger tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous pousse comme ça, vouloir à tout prix essayer de trouver des excuses à M. Valls. Mais en l'occurrence, vous savez qu'un acte qui est commis et qui est répréhensible ne pardonne pas un acte qui est commis et qui peut être répréhensible. Bon. Donc ce parallélisme n'a aucun sens. Voilà, si vous me demandez ce que je pense de M. Valls, qui est Premier ministre, je vous le dis. Vous l'avez dit. Maintenant, je le répète, comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup d'autres choses à reprocher à M. Valls. Ça démontre juste un trait de personnalité, comme la manière dont il a traité Marion Maréchal Le Pen à l'Assemblée, démontrait une absence extrêmement tendu, démontrait une absence comment dire, une perte de sang-froid et une violence que peut-être on n'imaginait pas chez Manuel Valls. On l'apercevait un peu, mais là, elle a éclaté au grand jour. Le sectarisme de M. Valls. La violence, on l'a entendu dans le caractère comme de donneur de leçons de morale en toutes circonstances. Hein. Il est celui qui accorde les bons points et les mauvais points. Bon, il est sûr que tout ça rentre un petit peu en contradiction avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Des mots violents, on en a entendu notamment dans la bouche de votre père, Jean-Marie Le Pen. Il n'est pas Premier ministre. Il était donc président jusqu'à présent, président d'honneur quand même du Front National. Excusez-moi, merci de m'accorder beaucoup d'importance au Front National, mais je ne pense pas que l'on puisse comparer le fait d'être Premier ministre de la France et le fait d'être président d'honneur du Front National. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'il y a le bureau politique, dont vous êtes évidemment membre, bien sûr, qui propose le renouvellement des statuts et en particulier supprimer la présidence d'honneur du Front National, qui est aujourd'hui occupée par Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous allez voter cette suppression ? Ah oui, bien entendu, c'est moi qui ai convoqué l'Assemblée générale. Parce que Marion Maréchal Le Pen, ce matin, a semblé hésiter et a dit en tout cas qu'elle ne voulait pas dire publiquement si elle voterait ou non. Mais elle fait ce qu'elle veut, le vote est pour vous, secret. En tout cas, c'est clair. Le vote est anonyme pour les adhérents. J'ai souhaité, moi, réunir une Assemblée générale extraordinaire parce que je veux me tourner vers les adhérents. Quand il y a une difficulté dans le Front National, je veux me tourner vers les adhérents. Je pense, c'est ça que je veux pour la France et c'est ça que je veux aussi pour le Front National. Et c'est eux qui choisiront. Mais au-delà de la suppression de cette présidence d'honneur, il y a toute une série de modifications dans les statuts qui ont été intégralement refondées par l'ensemble du bureau politique, puisque le bureau politique a voté C'est un peu la mode ces en ce moment. statuts On a l'impression que tous les partis à l'unanimité. Et il y a de la démocratisation interne, il y a de la modernisation des structures, il y a beaucoup de choses dans ces statuts qui vont permettre de faire du Front National un formidable outil pour les échéances qui vont venir, les échéances régionales et les échéances, l'échéance bien sûr présidentielle. Au-delà de lui retirer son titre, est-ce que vous avez envisagé d'exclure purement et simplement Jean-Marie Le Pen du Front National ? Si nous l'avions envisagé et si nous l'avions décidé, nous l'aurions fait, madame. Nous ne l'avons pas fait, nous l'avons suspendu. Voilà. Vous aviez imaginé que ça serait aussi violent ? Oui, assez facilement. Oui, je connais quand même le caractère de mon père et oui, je pense que lorsqu'il est ainsi
confronté à une difficulté, il a tendance à être extrêmement violent et parfois même, en tout cas je l'espère, à dire des choses qui dépassent sa pensée. Lorsque Jean-Marie Le Pen dit qu'il ne souhaite pas ma victoire à l'élection présidentielle, vous comprenez bien que les adhérents du Front National ne comprennent absolument pas ce type de propos. Ça vous a blessé personnellement ces épisodes ? Non, mais ce que je ressens personnellement me regarde, je crois. Moi, je ne déteste venir larmoyer sur les plateaux de télévision, sur les fractures personnelles qu'on peut vivre. Je suis à la tête d'un mouvement politique. Si je ne suis pas capable de gérer cela, alors je n'ai pas ma place à la tête du Front National. Et je n'ai pas ma place comme candidate à la présidentielle, c'est-à-dire potentiellement comme présidente de la République française. Donc, moi, j'ai pensé à l'intérêt supérieur du Front National parce que je pense que quand le Front National va mal, c'est la France qui va mal. Et je n'autorise personne à atteindre le Front National, à l'affaiblir, à entraver son avancée, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur du pays. Est-ce que vous êtes heureuse, Marine Le Pen ? Oui, ça va, merci. Et le fait justement d'être quand même dans ce combat à la fois politique et personnel, est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites « j'en ai ras-le-bol, j'arrête » ? J'arrête, non. Heureusement d'ailleurs. Non, car encore une fois, je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour mon confort personnel. Permettez-moi de vous dire que si je me battais pour mon confort personnel, j'aurais fait autre chose que présidente du Front National. Je me bats pour une mission supérieure à moi-même, supérieure d'ailleurs à nous tous, qui est la survie du pays, car je crois qu'il en va de la survie du pays, la défense de sa prospérité, de son identité, de sa sécurité, et le bonheur des Français. Car au bout de tout cela, il y a le bonheur des Français. Le fait que dans votre parti, il y ait quand même un père, une fille, une nièce, qui est également votre compagnon, votre beau-frère qui a longtemps été en charge de la question des élections, est-ce que c'est pas en soi ce qui de toute façon apporte soit des conflits d'intérêts, soit des conflits tout court ? Non, pas du tout. Est-ce que vous ne prenez pas ce risque ? Non, mais en tout cas, c'est ce qui vous passionne. Car qu'est-ce que j'ai vu comme article sur ce sujet ? De fait, pas seulement nous, puisque y compris aux États-Unis, où on vous a traité de Dallas et de véritable dynastie. Aux États-Unis, ils connaissent bien, vous me direz, entre les Bush et les Clinton. Mais de fait, vous êtes qu'on puisse dire, c'est que la politique est aussi vous êtes un peu à l'américaine, quelque chose qui est partagé par différents membres de la famille. Moi, ce qui est sûr, c'est que je n'interdirai pas à quelqu'un de faire de la politique au motif qu'il est de ma famille. Ça n'aurait absolument aucun sens. Nous avons des convictions, nous partageons la même passion, nous pouvons nous opposer, mais je vous rappelle qu'on peut s'opposer sans être de la même famille. Rappelez-vous l'affaire Maigret. Bon, Maigret n'appartenait pas à la famille de Jean-Marie Le Pen, et pourtant, la crise était bien plus grave que celle que nous vivons aujourd'hui. Car, Madame de Malherbe, permettez-moi... politique, Marine Le Pen. Non, mais ils feront ce qu'ils veulent, vous voyez. Mais vous ne les découragez pas de... Mais je ne les décourage, ni je ne les encourage. Ils savent très bien ce que c'est, puisqu'ils vivent avec la politique toute la journée. Donc, ils choisiront en toute connaissance de cause. Ce que je voulais vous dire, c'est que le Front National a vécu des crises bien plus graves que celle-là. Aujourd'hui, ça n'est pas une crise au sein du Front National. Il n'y a pas d'un côté une partie du Front National et de l'autre côté une autre partie. Il y a le Front National, avec sa présidente, son bureau politique, et il y a une personnalité, qui est le président d'honneur du Front National, avec lequel il y a un désaccord grave. Donc nous ne sommes pas du tout dans une crise interne au Front National, nous sommes dans le règlement que Jean-Marie Le Pen a voulu dans la brutalité, et je le regrette, mais le règlement d'un désaccord important avec celui qui a aujourd'hui la fonction de président d'honneur et dont je souhaite que cette fonction soit supprimée parce que clairement elle était utilisée pour nuire à la volonté des adhérents du Front National. On reviendra à 19h sur justement les propos qu'a tenus votre père vendredi au tribunal, mais on accueille tout de suite Emmanuel Le Chypre pour Question d'écho. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Apolline, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Je voudrais revenir sur les annonces faites par Manuel Valls cette semaine pour les entreprises. 18 mesures, vous accordez une place importante dans vos programmes aux PME notamment. Et là, quand on regarde quand même ce gouvernement, enfin, j'allais même dire depuis 2012, entre le pacte de responsabilité, les 40 milliards de baisse de charges du CICE, l'amortissement accéléré pour l'investissement, on se dit mais il n'y a pas un président de la République qui a plus fait pour les PME que François Hollande finalement. Oui, enfin la réalité c'est que la plupart de ce que vous avez dit n'a absolument pas bénéficié aux TPE ou aux PME. Pourquoi il fait ces annonces, Manuel Valls? Parce qu'il vient enfin de comprendre que c'était les très petites entreprises et les petites PME qui créent de l'emploi.
C'est ça la réalité. Ce ne sont pas les grandes multinationales auxquelles ils ont fait des cadeaux pendant des années, suivant ainsi d'ailleurs la jurisprudence de Nicolas Sarkozy. Ils se rendent bien compte que le gigantesque pourvoyeur d'emplois, le créateur d'emplois dans notre pays, c'est la TPE et la PME. Et bien justement, là, vous avez des mesures pour aider à la première embauche, par exemple. C'est bien. Ce qui aurait été bien aussi, voyez-vous, à mon sens, c'est d'agir. Mais tout ce qui va dans le sens d'améliorer la situation des TPE et des PME va dans le bon sens. Quoi qu'il y a sur la représentation syndicale des choses contre lesquelles je suis absolument farouchement, parce que précisément... On améliore un tout petit peu quand même la situation d'un côté et on l'aggrave de l'autre. Mais ça, c'est une maladie socialiste. Mais il y avait une chose sur laquelle il fallait agir tout de suite. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? C'est sur la fiscalité. Pourquoi ne pas avoir mis ce que nous préconisions au Front National et ce qu'avait promis François Hollande, c'est-à-dire la progressivité, une plus grande progressivité de l'impôt sur les sociétés pour permettre aux TPE de payer moins d'impôts et de enfin faire payer les grandes entreprises dont nous savons pertinemment que grâce à l'optimisation fiscale, à des hordes d'avocats, d'experts comptables, de fiscalistes, elles payent en réalité en pourcentage beaucoup moins d'impôts que les TPE et les PME. Est-ce que, par exemple, le plafonnement des indemnités pour les prud'hommes, c'est quelque chose qui vous paraît important? Vous, les patrons que vous voyez, ils vous disent qu'ils ont peur d'embaucher à cause de cette incertitude qu'il y avait? Il y a une incertitude en toutes circonstances pour les entreprises, pour les particuliers aussi d'ailleurs. Et ça, c'est, je crois, un frein considérable à l'investissement en économie. Il faut qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Or, entre les lois qui changent en permanence, les dispositifs qui changent en permanence, si vous n'avez pas un avocat à plein temps, en réalité, vous ne bénéficiez d'aucun des avantages qui sont mis en œuvre pour les TPE et les PME. Donc, il faut évidemment que l'entreprise puisse connaître à l'avance quel est le risque de charge qui pèse sur elle. Parce que il n'y a plus de chemin, si vous voulez, pour les entrepreneurs aujourd'hui. Ils ont le sentiment que leur vie tient à un fil et que... avec un changement de fiscalité, un changement de loi, un changement de seuil, eh bien, leur entreprise va s'effondrer. Il y a autre chose qui me pose un vrai problème, c'est que rien n'est fait pour le financement, pour aider à la trésorerie des TPE-PME. Or, bien souvent, vous le savez, les très petites entreprises meurent d'une absence de trésorerie, pas d'une absence de commandes. Ils ont un carnet de commandes, mais parfois, il leur manque 10 000 euros. 15 000 euros pour passer une étape et les banques refusent de prêter. Les banques ne prêtent pas, elles ne font pas leur boulot. Et ça, c'est honteux. Et ne me dites pas que le gouvernement, qui est venu à plusieurs reprises au soutien des banques, ne peut pas exiger ou inciter par des mesures fiscales. Il sait faire ça très bien. Les banques à prêter aux petites entreprises. Quand on parle de difficultés des PME, il y a un autre phénomène qui est en train de menacer des pans entiers de l'économie, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie. C'est-à-dire, en gros, ces grandes plateformes qui permettent finalement de contourner les entreprises. Alors, on l'a vu avec Uber pour les taxis, on le voit avec Airbnb pour l'hôtellerie, etc. Il y a des pans entiers de l'économie qui sont déstabilisés par ça. On l'a vu cette semaine avec les chauffeurs de taxi encore. Quelle réponse vous apportez à cette problématique? Qu'est-ce que, en matière de code du travail, on voit bien qu'on est perdu, il y a des maires des préfets qui autorisent, d'autres qui n'autorisent pas. Quelle est votre réponse, vous, à cette rupture économique majeure? Il y a surtout un constat, c'est que c'est le système D, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit la démonstration d'une société en progrès. C'est-à-dire c'est le système D. Alors on se déclare chauffeur de taxi, et puis demain on se déclare nounou. Voyez bien que moi je suis contre l'excès de bureaucratie, je trouve qu'elle étouffe nos entreprises. Je suis contre l'excès de réglementation stupide et idiote qui s'accumule. Un coup c'est à cause du gouvernement, un coup c'est à cause de l'Union européenne. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas être injuste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à certains de plier sous les normes, les réglementations, la fiscalité et autoriser d'autres qui font la même activité à n'avoir ni normes, ni règles, ni fiscalité égale. Donc qu'est-ce qu'on fait, par exemple, c'est vrai pour ça, pour les chauffeurs de taxi? C'est vrai aussi, je vous signale,
pour les producteurs de fruits et légumes, qui sont mis en concurrence, par exemple, avec des producteurs de l'Union européenne qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, aux mêmes règles et qui, On fait quoi, Marine Le Pen? On interdit à Uber de faire son espèce de commerce parallèle, ou alors est-ce que... On fait au cas par cas. On réunit... Moi, voilà pour les taxis. L'Italie s'est retrouvée confrontée à cette difficulté. L'Italie a réglé la situation totalement différemment de la manière pour laquelle il est abordé en France. Ils ont dit, bon, bah écoutez, puisque vous avez une concurrence, on comprend tout à fait que cette situation soit profondément injuste, eh bien, on vous accorde 2 licences au lieu d'une. C'est-à-dire qu'avec une licence de taxi, ils les achètent, je crois, 250 000 euros, 250 000 euros. C'est considérable. C'est un investissement fou. Eh bien, au lieu d'avoir un seul véhicule, vous avez 2 véhicules avec cette licence avec lesquels vous pouvez travailler. Ça me paraît être des moyens... Être une solution que vous proposeriez en France? Et puis, il faut quand même imposer un certain nombre de règles, car les règles servent à quoi? Pourquoi est-ce qu'on a imposé des règles au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des décennies? C'est quand même pour protéger les consommateurs. Mais là, vous voyez bien qu'on est devant un déferlement technologique qui change tout. Il va bien falloir que les partis politiques... Non, mais il y a des réponses adaptées à tout ça aussi. Non, mais d'accord, ça reste quand même une voiture avec 4 roues qui roule avec quelqu'un Oui, sauf que demain, c'est les salons de coiffure qui vont disparaître parce que vous aurez une plateforme qui vous mettra directement en connexion avec un coiffeur particulier. On ne pourra pas se faire coiffer sur Internet. Bon, non, mais vous irez rencontrer directement une coiffeuse chez elle. Il y a quand même une réalité du service. Et je pense que l'État doit accompagner, mais il ne doit pas spolier. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, encore une fois, dire à des gens, ah bah tant pis, on vous a imposé des tas de règles, on vous a fait financer votre outil de travail, ben maintenant c'est trop tard, tant pis, cet argent est perdu. Ça, c'est inadmissible, ça, c'est insupportable. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas terminé mes phrases, que les Français prennent conscience quand même que toutes les règles ne sont pas bonnes à acheter. Et que si les règles ont été mises en œuvre, c'est aussi parce qu'il y avait une protection du consommateur, une protection des Françaises et des Français, parce que demain, il y aura quoi? Des médecins qui, en fait, ne seront pas vraiment des médecins, des médicaments, déjà c'est le cas, qui ne sont pas vraiment des médicaments. Et tout cela, ça nous met en danger. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et préservons quand même, au moins, les réglementations, les diplômes, tout ce qui a fait aujourd'hui que nous sommes dans une société sûre. C'est-à-dire qu'on peut aller chez des professionnels en ayant la certitude de ne pas être victime du service qui vous est rendu. Une dernière question sur les questions économiques. Vous l'avez vu dimanche dernier, Arnaud Montebourg et M. Pigasse qui ont fait cette tribune dans le journal du dimanche où ils disaient de dire non à Bruxelles, non à l'austérité. Concrètement, c'est vos idées. Est-ce que vous auriez pu le signer, ce texte? C'est lui qui vient dire la même chose que le Front National. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il nous a combattus autant pendant des années? En fait, il dit la même chose que vous. Pour vous, il dit exactement la même chose que nous. Donc, ce texte, il aurait pu être le vôtre. Pourquoi nous avoir combattus? Bon, non, il y a des choses de mémoire. Quand je l'ai lu, j'en ai pas le souvenir. D'ailleurs, ce n'est pas non plus une tribune qui m'a absolument marqué. Mais il y avait des choses avec lesquelles j'ai pas marqué. Mais il y a des choses qui étaient tout à fait dans le même esprit de Bruxelles, de cette espèce de prison épouvantable. Mais que n'a-t-il pas dit cela avant? Alors qu'est-ce qu'il cherchait? Un poste ministériel? Pourquoi n'a-t-il pas dit le fond de sa conviction? Ou a-t-il changé de conviction? Et en ce cas, permettez-moi, mais je n'irai pas voir ce médecin parce que je trouve qu'il a mis énormément de temps à faire le diagnostic. Ce médecin, c'est Arnaud Montebourg qui fait visiblement le même diagnostic que vous, d'après vous. Merci Emmanuel Le Chypre. Dans un instant, c'est Jérôme Béglé pour Le Point qui nous rejoint. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Bonsoir Jérôme Béglé. Bonsoir mesdames. Merci d'être avec nous. Et justement, vous allez en quelque sorte tirer le portrait aussi de Marine Le Pen. En commençant évidemment par la relation père-fille, vous ne serez pas contente, mais j'ai regardé le dernier journal de bord enregistré par votre père la semaine dernière, le numéro 401e. À la fin de ces 20 minutes, Jean-Marie Le Pen fait quelques confidences sur son état de santé, et c'est parfois assez difficile à entendre. Bon, votre épaule, votre déchirure. Alors ça, c'est hélas récurrent. Je sais, il est vrai que les tendons ne se réparent pas à 27 ans comme à 17. Donc, non, parce que ça fait des mois que vous, souffrez. Depuis le 26 janvier où j'ai sauté par ma fenêtre pour ne pas être brûlé vif dans l'incendie. On m'avait dit que ça serait long et douloureux. Alors on m'a dit un peu la même chose pour ma maladie pulmonaire, et que c'était très débilitant physiquement parce que s'y conjuguent l'effet des traitements et qui sont eux-mêmes très affaiblissants. C'est une série d'épreuves, n'est-ce pas, c'est mon anus horribilis.
Alors, déchirure à l'épaule, problème pulmonaire, difficulté pour se mouvoir. Il n'a pas l'air en forme, votre père, ou c'est la commedia dell'arte? Mais je ne répondrai pas à cette question. Je veux dire, je trouve que ça n'a pas sa place dans une émission. C'est public. Non, mais je trouve que ça n'a pas sa place dans une émission politique. Les joutes oratoires qui vous opposent, il y a des mots très forts, un peu mortifères. On parle de suicide, de mise à mort, d'euthanasie. Vous, Florian Philippot ou lui-même, c'est un vocabulaire qui est quand même assez étrange, même quand on se combat politiquement à l'intérieur d'un parti. Je n'ai jamais utilisé ce type de mots, moi, ou ce type d'expression. C'est un mot de vous. Et Jean-Marie Le Pen lui-même, à chaque fois, il dit le cadavre bouge encore. Il a parlé d'euthanasie vendredi. Mais le suicide politique, c'est le moment où, si vous voulez, vous partez dans une dérive où vous savez pertinemment que vous allez sortir de la vie politique. Vous croyez que ces mots sont bien appropriés entre une fille et son père? Écoutez, un suicide politique, c'est un suicide politique, comme son nom l'indique. C'est un homme politique, Jean-Marie Le Pen. Il s'est toujours comporté comme tel. Il sait que sa fille est également une femme politique. Donc nous avons des échanges politiques. Moi, je suis en désaccord politiquement avec Jean-Marie Le Pen. Je n'ai pas cherché à l'écarter volontairement en le poussant à la faute. Il a choisi lui-même une posture qui a rompu en quelque sorte le lien contractuel entre le Front National. C'est quand même un vocabulaire très haineux, c'est une violence. Son fondateur. C'est une violence inouïe quand même. Oui, mais Jean-Marie. De part et d'autre. Ah bon, je trouve pas. Moi, je trouve pas que le terme de suicide politique soit une violence particulière. Je crois avoir été toujours mesuré dans mes propos, ce qui effectivement n'est pas son cas, car il multiplie, c'est incontestable, les injures, les outrances, les diffamations. Moi, je ne crois pas avoir eu la moindre violence, et je n'ai pas du tout le souhait de devenir violente dans les mots à l'égard de Jean-Marie Le Pen. Je souhaite juste, et c'est ce que je fais, être ferme dans la direction du Front National. Parce qu'encore une fois, derrière la ligne politique que je représente, il y a la volonté des adhérents qui montent élus à la tête du Front National 2 fois et qui n'entendent pas que cette ligne puisse être remise en cause, y compris par le président d'honneur. Jérôme Begley. À propos de ligne politique, passons à Tsipras et Syriza et la Grèce. Vos positions sont constantes, mais elles ne sont pas très claires à l'égard de la Grèce. J'en prends 2 exemples, en 2011 et en 2015. Je le dis donc le plus clairement du monde. La France ne doit plus verser un seul centime aux pays de la zone euro victimes de la monnaie unique. Chaque milliard versé est un milliard brûlé dans l'incendie de la dette. Ce qui est intéressant dans leur victoire, c'est le rejet des diktats de l'Union européenne et tout ce qui contribue à ouvrir les yeux des peuples européens sur leur niveau de servitude à l'égard de l'Union européenne et tout sursaut de liberté exprimée va évidemment dans le bon sens, même si c'est un mouvement d'extrême gauche. Alors, vous vantez aujourd'hui la politique je ne vois pas la contradiction. Simplement, en 2011, vous disiez qu'il ne fallait plus verser un centime à la Grèce. Si la France adopte à peu près la même politique que Syriza et Tsipras aujourd'hui, on risque donc de ne plus pouvoir lever sur les marchés financiers les 200 milliards d'euros. C'est la somme dont on a besoin en 2015. Comment on fait pour se refinancer? Auprès de qui on emprunte si nos bailleurs de fonds ne veulent plus nous prêter d'argent? Non, mais là, vous obscurcissez une position qui est extrêmement claire. Nous entendons, nous considérons que c'est l'Union européenne qui est responsable de la dégradation spectaculaire de la situation économique et sociale de la Grèce. Nous considérons qu'il faut arrêter les plans de renflouement de l'euro ininterrompu qui nous ont déjà coûté, je crois, 60 milliards à nous autres Français. Et je pense que le seul moyen, c'est précisément face aux conséquences de l'euro sur toute une série de pays, la sortie concertée de l'euro, la négociation. Et qui va payer la dette et nous, si nous devions suivre le même... Vous avez dit la France est dans le même escalier que la Grèce. Bon. Donc, si on est dans le même escalier que la Grèce... Et là, qui va rembourser la dette? Eh ben, surtout... l'austérité. Mais l'austérité, elle creuse la dette. Où allons-nous emprunter les 200 milliards d'euros qu'il nous faut, par exemple, en 2015 pour alimenter notre budget? Mais non, mais écoutez, l'austérité, elle creuse la dette. Moi, ce que je dis, et je crois qu'on le constate chaque jour, c'est que la politique d'austérité imposée à la Grèce est imposée à la France, pas dans les mêmes circonstances. C'est pour ça que je disais qu'on est dans le même escalier, mais pas au même étage. Ça va pas tarder. La politique d'austérité, elle a aggravé la situation de la Grèce. Ça fait des années que la Grèce se voit imposer cette politique d'austérité. Est-ce que ses déficits et sa dette se sont améliorés? Réponse non. Elles ont augmenté de manière spectaculaire. Donc tirons les conséquences de cela. Et moi, je dis que le seul
moyen possible aujourd'hui, raisonnable et juste avec la Grèce, c'est de négocier leur sortie. Pas les jeter comme des chiens brutalement de la zone euro, comme semble-t-il certains voudraient le faire à Berlin ou à Bruxelles. Non, organiser tranquillement avec eux, dans le cadre d'une négociation, le retour de la Grèce à une monnaie nationale, car le seul moyen pour la Grèce de rembourser sa dette, c'est à nouveau de créer de l'emploi, de créer de la richesse, et elle ne le fera que lorsqu'elle aura une monnaie adaptée à son économie. Merci Jérôme Begley. Dans un instant, on se retrouve pour la deuxième heure de ce BFM politique et on reviendra notamment sur qu'est-ce que c'est le marinisme. On sait ce que c'est que le pénisme au sens Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que c'est que le marinisme? À tout de suite. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Retour dans ce BFM politique avec vous, Marine Le Pen. Dans un instant, c'est Jean-Marie Le Guen qui viendra débattre avec vous. Il incarnera le gouvernement face à vous. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur un des propos tenus par votre père vendredi au tribunal. Il a parlé du virage politique à gauche du Front National. Est-ce que vous êtes de gauche ? Non, mais j'ai absolument pas compris cette déclaration. Je pense que, si vous voulez, quand on veut dénigrer le Front National, on surfe en quelque sorte sur les accusations de l'adversaire. Ça, ce sont des accusations de l'UMP. Ou de François Hollande, qui à un moment a dit que finalement vous étiez proche d'un tract du Parti communiste. Oui, enfin en même temps ils disent tout et n'importe quoi. Un coup on est d'extrême gauche, un coup on est d'extrême droite, on s'y retrouve plus. Mais la réalité c'est que le programme de projet de 2012 qui était le mien comme candidate à la présidentielle, ça n'a pas changé. La ligne politique est la même. Et j'ai presque envie de vous dire que la ligne est aussi celle que j'avais déjà développée il y a maintenant 10 ans dans le livre à contre-flot que j'avais rédigé à l'époque. En 2006. Hein. Et donc je ne vois pas ce qui a changé. Donc comment est-ce qu'on peut soutenir un candidat à la présidentielle en 2012 et 3 ans plus tard contester alors qu'il n'a pas changé? Alors il y a quand même une question qui va se poser, c'est la question des alliances, parce qu'il y a un moment, et on l'a vu d'ailleurs au départemental, où pour accéder effectivement au pouvoir suprême, il y a quand même un moment où il faudra des alliances, parce que vous n'y arriverez pas forcément seul. Est-ce qu'il pourrait y avoir des alliances possibles avec tel ou tel parti? Comment est-ce que vous voyez les choses? Avec qui vous allez gouverner? Non mais je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. Qu'il puisse y avoir ici, là, avec quelques individus, une alliance locale, etc., ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais une alliance au niveau national avec l'UMP. Mais nous sommes radicalement... Ou le PS, hein, parce qu'à en croire votre père, effectivement, ce serait plutôt de ce côté-là, non? En aucune manière, pour vous. Enfin, écoutez, soyons sérieux. Objectivement, il faut rester sérieux. Nous n'avons absolument aucune raison valable de faire une alliance, quelle qu'elle soit, avec l'UMP et le PS. Mais est-ce que vous y arriveriez sans alliance? Permettez-moi, puisque nous avons des positions radicalement différentes. Enfin, je veux dire, nous sommes en désaccord sur tout. Nous sommes en désaccord sur l'immigration, nous sommes en désaccord sur l'Union européenne, nous sommes en désaccord sur la souveraineté de la France, nous sommes en désaccord sur Mais dans ce cas, les choix économiques. Dans ce cas, vous serez seul et potentiellement, vous ne pourrez pas gouverner. Mais je suis seule avec le peuple français, ça me va très bien, merci beaucoup. Mais les institutions de la Ve République telles qu'elles sont, vous le savez bien, il y a un moment ou un autre, vous aurez quand même besoin d'une assise plus large. Les institutions de la Ve République, précisément, c'est la rencontre entre un homme ou une femme et le peuple. C'est ça, les institutions. Et à l'Assemblée nationale? C'est ça, une majorité? Mais moi, je fais confiance à l'intelligence des Français. À partir du moment où ils élisent un candidat, un président de la République, ils donnent au président de la République les moyens, évidemment, de mettre en œuvre la politique qu'ils ont choisie. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Donc vous nous dites que vous avez besoin de personne? Mais je dis en tout cas que je n'abandonnerai pas les idées qui sont les miennes dans des alliances que je considérerais politiquement, si vous voulez, comme contre-nature. Je ne vais pas pouvoir m'allier avec des gens qui défendent la perte de la souveraineté budgétaire, monétaire, territoriale, législative de la France, qui ont fait entrer les uns et les autres 200 000 immigrés légaux par an, qui continuent à développer une aide sociale à destination des clandestins, qui est un appel d'air incroyable, alors que des Français n'arrivent pas, eux, à avoir accès à cette aide sociale. On vous a entendu sur ce point, on y reviendra tout à l'heure dans la Je veux dire qu'ils libéralisent à tout va, qu'ils veulent privatiser l'ensemble des services publics qui sont la propriété des Français. Non, je ne peux pas faire alliance avec ces gens-là. C'est quoi le marinisme? On sait ce que c'est que le lepénisme au sens Jean-Marie Le Pen, on sait ce que c'est que le
philippisme ou le philippotisme, c'est-à-dire ce gaullisme qui vient de Chevènement. En tout cas, il le définit comme ça. Bah, typiquement, c'est quoi justement? Est-ce que vous êtes gaulliste, par exemple? Non, mais moi, je ne sais pas. Moi, je suis gaulienne. Moi, je pense que, et d'ailleurs, ça cassera les pattes de ceux qui expliquent que vouloir un État stratège, c'est être de gauche. Vous ne savez pas ce que c'est que le philippisme ou le Jean-Marie Le Penisme? Non, je ne sais pas. Je sais ce qu'est le Front National. Mais on l'a bien vu, le Front National, il a évolué entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Oui, mais il ne vous aura pas échappé que le contexte a aussi évolué. La mondialisation, la suppression des frontières, la pression de plus en plus importante de l'Union européenne, le transfert de nos droits à choisir entre les mains des technocrates de Bruxelles. Tout cela est évident qu'on ne va pas continuer à lutter contre le communisme, même si cette idéologie est dévastatrice. Donc en gros, c'est juste un changement de génération. Elle continue à faire des morts dans certains coins du monde. Mais aujourd'hui, le danger majeur, c'est l'ultralibéralisme. Donc, je ne vois pas où est la difficulté. Et encore une fois, si vous voulez, ne mettez pas en contradiction sur ce sujet-là avec Jean-Marie Le Pen, parce que, en l'occurrence, cela fait des années que le Front National a pris en compte la mondialisation. Mais il dit, par exemple, que c'est Florian Philippot qui, grosso modo, désormais contrôle votre cerveau. Hein. Oui, mais d'accord. Enfin, écoutez, il dit tout ce qui peut blesser. Et honnêtement, il faut qu'il arrête parce que ça ne touche pas sa cible. Voilà, je le dis très simplement, très tranquillement. Il ne fait que faire du mal au Front National. Il ne m'en fait pas à moi. Il en fait au Front National et accessoirement... Est-ce que vous changerez de nom du Front National ? Il s'en fait à lui. Est-ce que vous changerez le nom du Front National ? Ça n'est pas d'actualité. Vous voyez, je veux dire, il y a deux choix. C'est pas un dossier que vous ouvrirez. C'est bien parce que là, en l'espace de quelques jours, on a eu vraiment deux manières de faire de la politique. Il y a la manière UMP. On ne change rien, c'est toujours la guerre épouvantable entre les uns et les autres, le choc des ambitions. Mais pour le coup, ils ont changé de nom. Il n'y a aucune réflexion sur la ligne politique, mais on change le nom parce que comme ça, on pense que les Français penseront qu'il y a eu quelque chose de changé. Vous ne changerez pas de nom. Il y a le Front National qui ne change pas de nom, mais qui fait un énorme travail de refondation de ses statuts, de réflexion, qui met en place des collectifs sur des sujets qui sont très importants, la nouvelle écologie, la transition énergétique, l'éducation, la culture, demain la mer, qui est un sujet, vous le savez, auquel je suis extrêmement attachée, l'économie de la mer et son développement, c'est vrai que c'est deux manières de faire de la politique qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Un mot sur le droit du sol. Éric Ciotti a dit que c'était une question qu'il fallait sans doute se poser. Manuel Valls lui a répondu en disant qu'il ne voulait pas ouvrir ce débat. Et vous, du coup? Mais d'abord, c'est pas Manuel Valls qui décide les débats qui s'ouvrent ou qui s'ouvrent pas, ce sont les Français. Vous voyez, il va falloir lui expliquer qu'on n'est pas en dictature, à M. Valls, et que nous sommes en démocratie. Et que le peuple n'a pas besoin de l'autorisation de M. Valls pour lancer un débat. Moyennant quoi, ce débat, vous estimez... l'UMP est le dernier à être bien placé pour relancer le débat du droit du sol dont nous réclamons la suppression depuis des décennies et qu'ils ont laissé en place pendant toutes les années où ils étaient au pouvoir. Parlons donc... Mais mieux vaut tard que jamais. S'ils reprennent votre idée, visiblement, en tout cas c'est ce que propose éventuellement Éric Ciotti... Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que c'est très très tard et qu'il y a incontestablement, en ayant pris autant de retard, il porte la responsabilité de situations qui sont en partie irréversibles et qui tiennent à la facilité avec laquelle on a accordé la nationalité française. Donc, il vous court derrière, cette nationalité française accordée de manière automatique et qui crée les divisions que vivent aujourd'hui en partie notre société. Donc l'UMP n'a aucune idée. Donc quand il n'a aucune idée, il vient faire son marché comme d'habitude au Front National. Je crois que personne n'est dupe de cette insincérité et de ce caractère électoraliste. C'est l'heure du débat, il est 19h20. On accueille tout de suite Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Bonsoir Jean-Marie Le Guen, merci d'être avec nous. Vous le savez, c'est toujours un peu compliqué l'organisation de ces débats. Jusqu'à présent, c'était souvent les personnes à qui on propose de venir débattre avec vous qui ne voulaient pas. Jean-Marie Le Guen, vous avez immédiatement accepté, sans aucune hésitation. J'avais proposé d'autres noms, mais vous estimiez qu'ils n'étaient pas représentatifs ni du peuple français, parce que pas élus, ni du gouvernement. Ça n'est évidemment pas votre cas, Jean-Marie Le Guen. Et vous avez 20 minutes de face à face. Je vous laisse la parole, Jean-Marie Le Guen. Merci. Madame Le Pen, des centaines de milliers de Français ont voté pour votre formation politique. Des millions, même, vous pouvez aller jusque-là. Aux dernières départementales.
les sondages vous prêtent des chiffres importants pour les élections présidentielles. Et donc, moi, je veux qu'on respecte ces Français qui s'interrogent et qui éventuellement veulent voter pour vous. Et parce que je les respecte, il me semble que mon devoir est aujourd'hui de dénoncer la triple mystification dont vous faites part. La première, c'est que depuis longtemps maintenant, vous vous présentez comme étant hors du système, anti-système. Il y a un Le Pen à l'élection présidentielle depuis 1981. Vous-même, votre famille, votre père bien sûr, mais toute votre famille, vous vivez depuis des années et des années de l'argent du système politique. Vous êtes en quelque sorte le pur produit du système politique, celui qui est élu à la proportionnelle, celui qui va se faire élire à l'Europe, ce que vous dénoncez par ailleurs, mais vous êtes bien content de pouvoir profiter de ces institutions européennes. Jamais, ou pratiquement jamais, vous n'êtes élu à la majorité. La deuxième arnaque, en quelque sorte, du Front National, jamais on est élu à la c'est majorité. celle, pratiquement jamais. Les maires. La deuxième arnaque, Les maires et deux celle députés. du Front. Oui, c'est ça, Vous-même. quelque part, ici ou là. Mais vous-même, vous êtes battu systématiquement aux élections majoritaires. La deuxième arnaque, c'est celle qui vise à vous présenter comme autre chose qu'un parti d'extrême droite. Et là, on est évidemment dans le vaudeville complet de vos problèmes familiaux, des héritages sur lesquels je ne veux pas, moi, aller au-delà immédiatement. Mais immédiatement. oui, si vous m'y contraignez, j'irai, mais j'essaye d'être galant. Vous êtes votre père, c'est évidemment maintenant reconnu par tous, et j'allais dire presque par vous-même, est quelqu'un de raciste, de xénophobe, d'antisémite, et quelque part, toute votre vie, jeune enfant, adolescente, militante, adhérente au Front National, vous saviez mieux que quiconque la nature réelle du Front National. Vous en avez hérité de cette organisation politique d'extrême droite. Et aujourd'hui, tout simplement, vous voulez cacher la vérité. Comme si vous vouliez, en quelque sorte, hériter d'un fonds de commerce sans avoir à payer les dettes. La troisième arnaque, c'est votre prétendu caractère social de votre politique qui était défendu. Qui est en fait une espèce de logorée anti-européenne que l'on connaît, qui se nourrit de promesses démagogiques, mais qui aboutit en fait à un véritable chaos économique, un recul social considérable, d'abord pour les petites gens. Et sur tous ces sujets, il faut, et les mois qui viennent, nous allons faire la démonstration de cette triple arnaque. Marine Le Pen, on parle de Alors, ça triple arnaque. ça fait des années que vous nous sortez, d'ailleurs les mêmes choses, je sais pas, vous avez une liste de mots qu'il faut remplir, vous remplissez des cases, comme ça, vous les cochez. Mais, monsieur Le Guen, vous êtes ministre, bon sang, c'est quand même pas rien, quoi. Vous êtes ministre. Vous arrivez sur un plateau, face à la présidente du parti d'opposition, au vôtre, et vous nous sortez ça. Mais vous n'avez donc rien à me dire sur le projet politique. Peut-être vous pouvez répondre. Non, mais je vais même pas répondre à ça. Non, je sais bien, je parce vais que ça même vous pas gêne. répondre à ça, mais parce que c'est grotesque. Parce que vous vous êtes construit une image qui ne Le correspond Guen, en rien à la réalité. Vous n'avez rien à me dire. Si, vous madame, ne savez pas quoi me dire. C'est votre émission, je viens vous dire, je viens vous interpeller à un moment où vous prétendez prendre des responsabilités. Vous m'insultez avec des arguments. Je ne vous insulte pas, madame. Je vous dis que vous n'êtes pas l'antisystème, vous êtes le système. Vous êtes le système politicard le plus connu. La famille Le Pen, elle sera encore là aux élections présidentielles quand vous aurez perdu celle de 2017. Ça sera Marion Le Pen qui ira se présenter en 2022 ou en 2027. Nous sommes là car les Français votent. Je disais bien Marion Le Pen. Nous sommes là car les Français votent pour nous, ne vous en déplaise. Pas suffisamment pour vous faire élire, madame, à un poste de député pour l'essentiel. J'ai trop de respect pour les Français pour déterminer qui doit ou qui ne doit pas être dans tel ou tel mouvement. Un peu de modestie. Mais je suis très modeste. Non, vous n'êtes pas modeste, non. Vous êtes extrêmement arrogant. Je vous rappelle simplement ce que vous dites quand vous dites que nous sommes les Français. Laissez-moi d'abord parler, car soyez courtois. Soyez français, soyez courtois. Quand je vous ai entendu en première partie, il m'a semblé que j'étais plus courtois que vous ne l'étiez. Extrêmement arrogant.
vous traitez par le mépris le mouvement que je représente, vous traitez en fait par le mépris mes électeurs, Non, tout en madame, disant, j'ai du respect tout en pour vos commençant à électeurs. dire je les respecte. Je et en les respecte réalité, et je veux même les écouter, et en voyez-vous, mais réalité- par contre, ben je voyons. me dois de dénoncer ce que vous Est-ce êtes, parce que vous pourriez prétendez me être ce laisser que vous n'êtes pas. terminer, monsieur, Vous une êtes phrase. d'extrême droite, madame. Vous ne... Soyez pas ridicule. Eh bien, madame, Vous n'avez on va en monsieur- discuter, monsieur- si vous voulez On va bien. d'abord écouter écoutez. la réponse de Marine Le Pen. Monsieur Allez-y. Le Guen, coucou, nous sommes en 2015. D'abord, parce que si vous me ressortez, si vous voulez, comme Monsieur Hollande, les tracts des années 70, excusez-moi, j'avais 2 ans à l'époque, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Coucou, nous sommes en 2015. Coucou, la France est face à des enjeux majeurs qui touchent à sa sécurité et à sa prospérité et à sa liberté. Alors, plutôt que de faire votre petit cinéma que vous refaites à chaque émission, et dont objectivement, je pense les Français ont soupé. Parlons des sujets. Vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce que vous faites sur l'immigration? Rien. Vous êtes au gouvernement. Voyez les Qu'est-ce que images, vous faites il y a des contre le gendarmes chômage? français. Vous avez réussi à être le qu'est-ce que vous champion du monde du chômage, d'accord? Bon, De madame l'augmentation du chômage. Qu'est-ce que vous faites pour la sécurité de nos compatriotes? Qu'est-ce que vous faites contre le Non, mais ça, c'est terrorisme votre litonie, islamiste? ça fait 20 Qu'est-ce ans que que vous avez racontez fait ça, madame. Qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 20 ans. Oui, Vous mais ça fait essayez pas de 20 ans changer de sujet. que vous êtes Expliquez-moi au en quoi pouvoir. vous n'êtes pas Jean-Marie Le d'extrême Pen. droite. Expliquez-moi en quoi, à quel moment, vous avez renié les propos de votre père. Oh, écoutez, À quel arrêtez moment avec vous avez ça. dénoncé des propos antisémites, racistes Monsieur et Le xénophobes? Guen, À quel moment, madame? monsieur- Mais je dis ça, c'est monsieur pas Le pour faire une Guen, condamnation écoutez. morale, parce que l'histoire a Non, tranché c'est sûr qu'en là-dessus. matière de morale, le PS ferait mieux Oui, de attendez, pas trop en faire. voulez que Vous je avez vous raison. parle Vous avez Non, raison. mais attendez, s'il y Non, a non, un mais parti bon, c'est politique où non seulement vous bénéficiez de l'argent public officiel, mais en plus de ça, en matière d'argent public, je rappelle que votre père est un exilé fiscal qui, aujourd'hui, a un certain nombre de C'est bien la d'enquêtes présomption sur le dos. d'innocence avec vous. Oui, 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 oui. Pour oui, un on verra. ministre, c'est parfait, le respect de la loi. Deuxièmement, vous avez une enquête aussi sur le financement et la manière dont vous utilisez les moyens de l'Europe sur vos assistants politiques. Troisièmement, Monsieur, vous avez un financement par un par un pays étranger, en l'occurrence la Russie, sur lequel vous étiez engagé. C'est une question que je vous pose, Madame Le Mais Pen. n'importe Vous étiez quoi. engagé en mois de février à publier les contrats de financement des banques russes qui financent votre parti politique. Vous ne l'avez toujours pas fait. Monsieur- Quand est-ce que Monsieur vous Le allez rendre public Monsieur Le Guen. ce à quoi vous vous étiez engagé? Monsieur Le Guen, bon, Marine Le Pen. calmez-vous. Oh, je suis très calme, Non, non, madame. vous Je n'êtes pas suis calme très du tout. impatient de connaître Vous n'êtes votre pas calme réponse. du tout. D'abord, permettez-moi de vous rappeler, Monsieur le ministre, Madame la Présidente. qui est censé avoir, pour la loi, un respect supérieur à tout autre compatriote, Monsieur le ministre. Lorsqu'une enquête est lancée, on n'est pas coupable. Vous devez le savoir, vous étiez vous-même mis en examen pour l'affaire de la MNEF. J'ai été justement, Madame Le Pen, Bravo. moi, libéré Alors, par vous la voyez, justice, ce qui n'est alors, pas le vous cas voyez. de votre formation Non, politique. mais monsieur, vous voyez, donc pendant l'enquête, voyez, pendant l'instruction, eh bien, ça n'est Donc pas vous la dites- mise en non, mais examen. moi, je Non, mais je vous plaidais dis, mon innocence. parce que Vous- moi, vous dites que votre moi, père je est suis- innocent. Non, mais moi, monsieur, Vous dites que votre père est moi, innocent. monsieur, je ne suis pas. Vous dites que votre mais, père est monsieur, innocent. Moi, je ne dis rien car je ne sais absolument savez rien. rien des affaires personnelles de mon père. Rien de rien. croyez. Donc, je le laisse apporter toutes les explications D'accord. nécessaires. Très bien. Mais vous voyez, Sur vous le évoquez des financement de la sujets. Russie, madame. Non, non, monsieur, Sur le non, non, financement de non, la non, Russie, non, madame. Ne parlez pas Sur sur le moi. financement de la Monsieur, je Russie. n'ai pas dit Mais 4 c'est mots votre depuis émission, le début. Madame Ben, Le justement, Pen. j'aimerais bien Marine pouvoir Le dire Pen. 3 mots. Alors, parlez-moi C'est très de ce gentil. financement Donc- de la Russie. Donc, monsieur, vous utilisez des attaques qui sont en même temps minables, dérisoires, et que vous avez Les Français utilisées, jugeront, madame. mais monsieur, que vous avez utilisées pendant 30 ans. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que cette stratégie est redoutablement inefficace? Et ce que les Français attendent, ce ne sont pas des attaques personnelles telles que celle-là, qui en général vous reviennent d'ailleurs en boomerang avec beaucoup de violence, mais c'est de parler de politique de fond, c'est-à-dire de parler des options qui sont les vôtres et de les confronter aux options qui sont les miennes. Est-ce qu'on peut parler de politique, monsieur le ministre, ou est-ce que vous allez continuer avec Je vois que vous ne voulez pas me ces répondre, donc je arguments vais que je changer trouve- un tout petit peu de que je sujet, trouve si pas vous au voulez niveau bien. d'un ministre de la République. Monsieur voilà. Chauprade, qui Jean-Marie est Le votre Pen. ministre des Affaires étrangères, vous parliez tout à l'heure de votre voyage bon, en il est mon Égypte, il ministre des était Affaires avec vous, étrangères. c'est pour expliquer à nos compatriotes, il était avec vous en Égypte, un de vos proches députés européens, déclare à propos de l'IVG. C'est un éloge de la culture de mort par le soutien explicite qu'apporte ce rapport à l'avortement, véritable arme de destruction massive contre la démocratie européenne. Madame Le Pen, est-ce que vous êtes contre l'IVG ou est-ce que un député européen, vous n'en avez pas tant que ça de députés, vous n'en avez pas tant J'en que ai ça. beaucoup plus que vous, monsieur.
Vous en avez suffisamment pour être totalement isolé, ne travailler en aucune façon avec aucun pays, aucune formation politique en Europe. Vous êtes les parias du Parlement européen. Pendant ce temps-là, la France, les intérêts de la France ne sont pas défendus parce que vous êtes tout seul et il n'y a pas un parti politique de droite, voire parfois d'une droite très extrême en Europe, qui accepte de débattre avec vous. Pourquoi? Parce qu'il considère que vous êtes raciste et antisémite. Marine Le Pen. Monsieur Le Guen. Vous n'êtes pas obligé de répéter 10 fois vos insultes. Ça n'y donnera pas plus. Vous savez très bien que j'ai toujours indiqué que je n'étais pas pour la modification de l'autorisation à l'IVG en France. Vous le savez Dans votre programme de 2012, vous étiez contre le remboursement de l'IVG. Est-ce que c'est toujours... Vous dites, vous êtes pour le remboursement de l'IVG, madame? Non, monsieur. Est-ce que vous êtes pour le remboursement de l'IVG? J'aimerais qu'on laisse Marine Le Pen vous répondre. C'est une question quand même. Mais est-ce que vous croyez que c'est la préoccupation absolument principale des Français aujourd'hui? Je pense que les femmes sont assez sensibles à cette question-là. J'ai toujours dit que je n'étais pas, encore une fois, pour la suppression de l'IVG. Le rapport dont vous parlez est un rapport où l'Union européenne voulait obliger les pays où l'IVG n'est pas autorisé à l'autoriser. Moi, je suis pour la souveraineté nationale, Monsieur Le Guen. Je sais que la démocratie, vous l'avez perdue de vue depuis bien longtemps au Parti socialiste, mais je pense que chaque peuple a le droit de décider pour lui-même. Mais sur la question du remboursement... Et je pense que l'Union européenne n'a pas, en l'occurrence, à imposer ses... Mais en France, sur la question du remboursement... Mais c'est quoi les valeurs européennes, Monsieur Le Guen? C'est un certain nombre de valeurs que l'histoire a construit, madame. C'est justement pour lequel moi je me bats et je pense que votre position... C'est ruiner les peuples? C'est la liberté, les droits de l'homme, c'est le statut de la femme, c'est le progrès social, c'est un modèle social. Parce que dans les pays qui ont été les vôtres... Regardez, Monsieur Le Guen, vous savez ce qu'a fait l'Union européenne il y a quelques années? Elle a supprimé l'interdiction de travail des femmes la nuit. Quel progrès, effectivement, en effet, pour le statut des femmes. Quelle avancée de la part de l'Union européenne. Là, j'ai une petite phrase aussi d'un autre de vos députés, Monsieur Dominique Martin, député Front National, qui dit, le 24 mars 2015, c'était pas il y a longtemps, il faut renvoyer les femmes qui viennent de Vénus à la maison. Ça aurait l'avantage de libérer des emplois, ça aurait l'avantage de donner une meilleure éducation à nos enfants. Est-ce que c'est la conception de la politique familiale du Front National? Du parti, si on écoute votre élu, mais vous voyez comme c'est ridicule de sortir... Visiblement, c'est quand même une phrase... Mais vous n'en savez rien, Jean-Marie Le Pen. Non, c'est toujours Le Guen depuis tout à l'heure. Je m'étais promis que je ne ferais pas cette erreur. Et évidemment, je l'ai fait. Si on en écoute Jean-Marie Le Guen, de fait, c'est une phrase qui est... Laissez-moi parler. Depuis tout à l'heure, vous m'empêchez de parler. Je sais que c'est une technique de votre part. Je vous demande de répondre. Mais c'est insupportable. Mais je ne peux pas répondre. Vous couvrez ma voix, monsieur. Je vous en prie, répondez. D'accord. Donc c'était une phrase qui a été sortie de son contexte et qui, évidemment, vous le voyez bien, n'a aucun sens, puisque je suis, je crois, une des seules femmes présidentes de partis politiques. Voilà. Et quand vous envoyez Madame Duflot se faire voir, à juste titre d'ailleurs, sur l'immigration, ou que vous renvoyez Madame Aubry, là pour le coup, à ses cuisines électorales du Nord, eh bien vous ne donnez pas non plus, il faut bien le dire, la meilleure image. Nous avons énormément de femmes au Front National et j'en suis la présidente. Ce qui démontre évidemment Jean-Marie Le Guen, Jean-Marie Le Guen, on va faire une petite pause 2 secondes, parce qu'il y a 2 questions que vous avez posées, à laquelle effectivement, puisque ce débat était un peu houleux, vous n'avez pas répondu. D'abord sur la question de l'IVG, finalement, est-ce que oui ou non, au-delà de la question de la souveraineté, vous êtes pour le remboursement par la sécurité sociale des actes d'IVG? Je n'ai pas remis en cause le remboursement de l'IVG. Je n'ai pas ça dans mon programme. J'avais dit à l'époque, interrogé par une journaliste, j'avais dit que je trouvais quand même incroyable qu'il y ait des personnes âgées qui se voient refuser le remboursement de leurs soins, qu'il y a des gens qui sont diabétiques qui se voient refuser le remboursement du matériel pour traiter leur diabète, qu'il y a des gens qui sont en souffrance, qui se font refuser le remboursement de leur radio, et j'avais mis ça en parallèle. Voilà ce que j'avais fait. Mais donc vous ne toucherez pas au remboursement de l'IVG. Mais ce sont je vois bien la technique des socialistes qui est toujours la même. Il s'agit de détourner des vrais sujets. Les vrais sujets, c'est le chômage. Votre résultat c'est un combat emblématique des femmes, là, le droit à l'IVG. Mais personne ne souhaite le remettre en cause, Monsieur Le Guen. Vous vous battez contre des moulins à vent. Vous êtes contre le déremboursement. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous vous battiez contre le chômage. Oui, mais on se bat. Et ce que vous proposez, vous, c'est la destruction de l'économie française. Jean-Marie Le Guen, vous reprendrez ça dans une seconde. Il y a un autre point que vous avez amené et auquel vous n'avez pas non plus répondu. C'est sur la question des documents sur le financement
par les banques russes. Oui, c'est ce qu'a dit Jean-Marie Le Guen tout à l'heure, que vous aviez promis de sortir ces documents et que vous ne l'avez pas fait. Où en êtes-vous? J'ai jamais promis de le faire, mais le ferez-vous? Mais non, j'avais promis. Non, mais racontez pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'il raconte n'importe quoi que vous êtes obligé de. Je voudrais simplement que vous y répondiez. Vous pouvez dire que c'est n'importe quoi, mais enfin, au moins vous y répondez. Fait, car moi, à la différence de la classe politique française, je fais ce que je dis. Vous êtes la classe politique, la quintessence de la classe politique. Ce que je fais. Vous avez été biberonné à la classe politique. Vous êtes le pur produit de la classe politique. Monsieur. Oui, madame, je le prends comme tel. Vous êtes un malotru car je n'ai pas réussi à faire une phrase depuis le début du débat. Je reconnais le vocabulaire vieux français de votre père et je l'apprécie énormément. C'est bien. Alors si vous pouviez l'entendre et me laisser parler, me laisser dire 3 phrases, franchement, je crois que ceux qui nous regardent, vous serez gré de cela. Donc, j'avais dit, je rendrai public les lettres des banques françaises. L'intégralité des banques sur ce françaises, plateau, exactement, et vous l'avez nous fait. refusons un prêt. Je l'ai donc fait. Nous avons donc lancé des Et pour ce qui est des documents qui vous lient, des contrats qui vous lient à des banques russes. Mais pourquoi donc j'aurais à me défendre de quelle accusation? Il y a une banque étrangère, elle pourrait être russe, elle pourrait être américaine, elle pourrait être espagnole, qui a fait un prêt au Front National. Le Front National a un taux d'intérêt de 6%. Excusez-moi, compte tenu de la situation, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un prêt d'amis. Ces documents-là, vous ne les publierez pas. Ah non, c'est eux qui ont gagné de l'argent. On voit que vous ne maîtrisez pas l'économie. C'est un problème quand on est ministre. Ces documents-là, c'est eux qui ont gagné beaucoup d'argent, en l'occurrence. Ces documents-là, ces contrats qui vous lient aux banques russes. C'est eux qui ont gagné beaucoup d'argent. Je reprends ma phrase. Ces contrats qui vous lient aux banques russes, vous ne les publierez pas. Mais laissez-moi terminer. Nous allons donc rembourser l'argent à la banque russe à l'échéance de notre prêt. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela? J'arrive toujours pas à comprendre ce qui justifie cette argumentation agressive de votre part. Mais vous êtes pour la suppression des frontières, monsieur Le Guen. Vous êtes pour l'internationalisation. Oui, bien sûr. Et vous êtes contre. Est-ce que vous êtes et encore votre nationalisme et votre... Non, je ne l'ai jamais été, madame. Oh, si vous l'avez été. Non, pas du tout. J'aurais pu l'être. Je ne le suis pas. Je suis désolé. Ah, vous avez été dans un parti d'extrême droite. Moi, non. Voilà. J'étais pas dans un parti d'extrême. Vous n'étiez pas trotskiste. Non, je suis désolé. Non, parce que vous pourriez l'être toujours. Non, mais pas du tout. Par contre, vous êtes d'extrême droite. Je le pense. Je reconnais de votre part une habileté certaine de vouloir mettre ces idées de côté. Mais vous n'avez pas le courage de rompre avec ces racines, plus exactement. Parce que je ne sais pas ce que vous pensez au fond de vous-même. Au-delà, mais n'avez pas le courage. Au-delà de l'injure. Mais ce n'est pas des injures, madame. L'extrême droite, ça existe dans notre histoire. Mais monsieur Le Pen, au-delà de l'injure, regardez, on va prendre un sujet. Si j'étais d'extrême droite, je serais plus à droite que ce qui aujourd'hui est censé représenter la droite. Bon. L'extrême droite, par exemple, aux États-Unis, vous voyez, c'est ceux qui sont pour la contraction et même la disparition de l'État au bénéfice exclusivement c'est autre du chose, privé. madame. L'extrême droite française, elle n'a jamais été libérale. Moi, je ne suis absolument pas sur cette ligne-là. Moi, je suis pour qu'il existe un État fort parce que l'État fort protège les compatriotes français. Je suis pour un État stratège. L'Italie était un État fort. Franco, c'était un État ce que vous avez fort, totalement oublié. Personne ne dit le contraire. Il y a eu des formes de national-socialisme. Voilà. Oui, c'est ça, c'était donc du socialisme. Merci. Non, mais le national-socialisme. C'était donc du socialisme, c'est ça, c'était du socialisme. Vous savez ça, ce que vous venez de sortir? C'est un argument. Excusez-moi, c'est pas moi qui ai inventé. Pardon. Ça, c'est l'argument de l'extrême droite. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que vous reprenez, y compris l'argumentation intellectuelle. C'est du socialisme. Vous reprenez l'argumentation intellectuelle de l'extrême droite. Vous voyez, quand on vous pousse au bout, le naturel revient au galop, madame. Vous me poussez au bout? Ah, ben là, j'ai l'impression à mon avis, ce que je pense, c'est que vous poussez à bout ceux qui nous écoutent. Bon, car ils attendent de leur ministre plus de respect. Mais je suis très respectueux vis-à-vis d'eux, madame. Plus de débats. Parce qu'ils ont besoin de savoir qui vous êtes. Plus de débats, plus de courtoisie. Voyez-vous. Oh, je pense être très honnêtement, courtois. vous n'avez pas donné une très bonne image, ni de vous-même, ni du gouvernement ce soir. J'en suis désolé, madame, je ferai mieux la prochaine fois. Jean-Marie Le Guen, il reste quelques minutes sur ce débat. Vous vouliez également aborder la question de l'engagement de l'État et du Front National, notamment sur la question des retraites. Oui, parce que dans les propositions qui étaient les vôtres, effectivement, je voulais savoir si vous confirmiez ce que vous aviez dit en 2012, à savoir que vous vouliez d'une part maintenir la retraite à 60 ans pour tous les Français, deuxièmement, si vous vouliez dans le même temps, parce qu'il ne faut pas s'arrêter là, on ne fait pas les choses à moitié au Front National, on veut aussi une augmentation, je crois que c'était de
1 000 €, me semble-t-il, pour tout l'ensemble des retraités. Bien. Deuxièmement, vous vouliez aussi avoir le 5e risque de la sécurité sociale, le remboursement de toutes les dépenses de dépendance. Alors, tout ça, ça part évidemment de bonnes intentions sociales que, j'allais dire, nous pourrions tous avoir. Néanmoins, j'aimerais que vous nous expliquiez, premièrement, si vous confirmez ce type de proposition qui était dans votre programme de 2012, et deuxièmement, comment vous les financez ? Marine Le Pen. Est-ce que vous avez une idée de leur coût ? Est-ce que vous avez une idée de leur coût et comment vous les financez ? Monsieur Le Guen, Marine Le Pen. Vous voyez, quand je vous entends avoir si peu de rigueur dans vos propos, je comprends pourquoi on en est là. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Car vous n'avez pas lu manifestement le programme du Front National. Et surtout, ce que vous n'avez pas lu, c'est bien dommage, c'est l'effort qu'a fait le Front National et que n'ont fait aucune autre formation politique pendant la présidentielle, à savoir de donner aux Français la possibilité de regarder le chiffrage du projet. Même François Hollande n'avait pas fait le chiffrage de son projet. Vous voyez, eh bien, nous avons fait le chiffrage de ce projet. Ce chiffrage, je crois qu'il faisait 30 pages. Je ne les ai pas amenés, Monsieur Le Guen, et vous accepterez que depuis, je n'ai pas l'intégralité des chiffres en tête. Qu'est-ce que nous avons dit ? Nous avons dit que l'objectif, et je lis là parce que je veux encore une fois casser une caricature qui est développée par vous, mais aussi par Nicolas Sarkozy, ça vous en fait des points communs, qui consiste à dire le Front National est pour la retraite à 60 ans, ils sont complètement fous, il faut bosser jusqu'à 65. Je ne sais pas jusqu'à combien d'ailleurs, 70, 75. Non, c'est pas notre approche. Vous savez, on est pour l'allongement de la durée de cotisation. L'objectif doit être fixé de revenir le plus rapidement possible au principe de 40 annuités de cotisation pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. L'âge légal sera progressivement ramené à 60 ans. Ça veut dire que nous considérons qu'avec 40 annuités, à 60 ans, l'on doit pouvoir prendre sa retraite. C'est déjà ceux qui ont 50 ans, cas, là, vous pensez qu'ils doivent partir à 60 ans ? Ceux qui ont 50 ans, ils sont au chômage à cause de votre politique. Non, pas tous, madame. Vous voyez, mais beaucoup, figurez-vous. Ou ils le seront à 55 ans. Car c'est ça le problème de votre politique. Madame, là, vous êtes dans la... Et c'est là... Et permettez-moi, laissez-moi terminer une phrase. Et c'est là où, objectivement, c'est scandaleux. Avant même d'avoir fait toutes les économies nécessaires dont nous parlons régulièrement, la fraude sociale, ce que nous coûte l'Union européenne, l'immigration, etc. C'est la première chose qu'on demande, c'est des efforts. D'ailleurs, M. Le Guen, il proposait une augmentation de la TVA en 2010. Lui augmenter la TVA, allonger le temps de travail des Français, avant même d'avoir fait les économies nécessaires. Moi, je dis que allonger le temps de la retraite à 65 ans, eh bien, c'est en réalité, M. Le Guen, à cause de votre politique, payer 5 ans de chômage à ceux qui ne trouvent plus d'emploi aujourd'hui parce qu'ils ont dépassé... Comment vous le financez, je ne vous critique pas. Je ne critique pas. Mais je vous dis, parce que on pourrait peut-être vous accuser de démagogie si vous ne trouviez pas comment le financer. Et chers téléspectateurs, je vous suggère tous, et ce sera extrêmement intéressant, j'en suis sûr, d'aller sur le site internet du Front National pour regarder le travail de chiffrage qui a été fait de la manière la plus sérieuse et la plus précise possible. Et ils pourront comparer avec le site du gouvernement. Merci Jean-Marie Le Guen d'avoir été avec nous pour ce face-à-face. Une dernière question justement sur le gouvernement et sur François Hollande. Il dit qu'il n'est pas en campagne. Est-ce que vous le croyez ? Pas du tout. Je crois qu'il est tout à fait en campagne et je crois qu'il sera tout à fait candidat. Donc pour vous, c'est une évidence en ce moment, ces déplacements multipliés, c'est parce qu'il est en campagne? Oui, bien entendu. Je pense qu'il n'a jamais envisagé de ne pas se représenter, quelle que soit d'ailleurs la courbe du chômage. Merci Jean-Marie Le Guen. Et dans un instant, c'est l'After RMC. Sur le web, retrouvez bfmtv.com. Bonsoir Stéphanie Coulier, vous avez écouté toute cette émission avec attention. On va un peu plus loin, c'est l'After RMC. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Sur les régionales, j'ai bien compris que vous aviez pris une décision. En revanche, il y a un sourire que je n'ai pas su interpréter. On va regarder. Enfin, ça y est, vous êtes prête, quoi. Je ne vous dis pas ça. Là, on l'a pas vu, le sourire. Bon, c'était un sourire qui disait plutôt oui, qui disait plutôt non. Non, mais ça, c'est pas la peine de revenir en after pour me redemander la question à laquelle je ne répondrai pas plus à la fin de l'émission qu'au début. Mais vous avez dit que vous étiez prête, quoi. Là, j'ai dit que le front était prêt. Le front est prêt. Et il est prêt à gagner des régions. Quelle que soit la tête de liste. On a dérivé sur autre chose. Il démontrera ce qu'il est capable de faire au niveau des régions. Nous l'avions dit pour les municipales, nous l'avons fait. Et les habitants des municipalités Front National sont plus satisfaits que les habitants des autres villes. Et les promesses ont été tenues, et notamment la baisse de la fiscalité. Ça a été tenu, ou la maîtrise dans des villes qui étaient surendettées, par exemple comme Fréjus. L'amélioration de la sécurité, ça a été fait.
la redynamisation de la vie culturelle dans les villes, Front National, ça a été fait. Et quelle que soit la personnalité qui incarnera, pour vous, ça ne change rien? Vous dites le FN est prêt? Non, je crois que ça changera rien. Ça changera rien parce que ce sont les idées qui vont être mises en œuvre. Et dans ces cas-là, pourquoi vous vous présenteriez si ça ne change rien? Mais encore une fois, vous attendez d'abord d'avoir ma décision. Pourquoi vous mettez autant de temps à l'annoncer? Il y a aussi du personnel dans une décision telle que celle-là. Oui, mais justement, sur le personnel, vous avez dit tout à l'heure... Il y a du personnel, il y a l'affection qu'on porte aux habitants, il y a l'histoire qu'on a en commun avec eux. Il y a toutes les batailles qu'on a pu faire à leur côté. Et j'en ai fait des batailles. C'est d'ailleurs dans la région Nord que vous avez commencé, que vous avez tenté votre premier mandat. Oui, aux côtés des habitants d'Hénin-Beaumont, aux côtés des habitants du Pas-de-Calais, aux côtés des habitants du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie Nord-Pas-de-Calais et même de la Normandie Nord-Picardie. Donc vous n'allez pas les laisser tomber maintenant. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Donc vous n'allez pas les laisser tomber maintenant. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que ces éléments affectifs, ils rentrent en ligne de compte. Ils ne sont pas, moi je ne les balaye pas d'un revers de la main. Je tiens compte aussi de cela. Mais eux, ils vous parce le que le cœur, la chair, c'est ça aussi la politique. Mais sauf que tout à l'heure, justement, sur ces questions de cœur et de chair, vous disiez ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Quand je vous demandais si vous étiez heureuse. Quand on a envie d'investir pour un territoire, oui, bien sûr que ça compte. Bien sûr que la souffrance des habitants, elle touche. Et on a envie de tenter de l'améliorer. Oh, tout ne peut pas être réglé au niveau des régions. Toutes nos têtes de liste régionales le savent pertinemment. On ne pourra pas régler tous les problèmes au niveau des régions, du chômage, de l'immigration. Mais on peut quand même faire un peu. Et un peu pour aider vous voulez les pas qu'on en attende TPE. trop, quoi. Vous voulez pas non plus qu'on en attende trop, quoi, des régions. Les pouvoirs de la région vous anticipez sur mais déjà, les difficultés auxquelles mais déjà, vous allez faire face. La justice qui fait qu'on arrête de dépenser l'argent durement gagné, durement versé par les Français en faisant n'importe quoi avec. Voilà. Ça, déjà, c'est une chose qui est essentielle. Aller à leur rencontre, à la rencontre des TPE, des PME pour essayer de mettre en place une facilité ou des moyens de leur accorder une trésorerie, réfléchir aux viagers. Vous êtes en campagne. Non, mais réfléchir aux viagers économiques. Mais je suis de toute façon en campagne pour l'ensemble des régions de France, puisque je suis la présidente du Front National. Mais il y en a beaucoup des choses à faire au niveau des régions. Stéphanie. Vous parliez du lien affectif que vous avez avec les gens du Nord. Vous avez aussi parlé dans cette émission du lien que vous aviez avec votre père. Vous l'avez parfois appelé Jean-Marie Le Pen, vous avez parfois appelé mon père. Je l'ai toujours appelé Jean-Marie Le Pen. Vous avez aussi dit mon père quand je parlais dans cette de l'homme émission. politique. D'accord. Voilà ce que vous disiez à propos de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure. Ce que je ressens personnellement me regarde. Je suis à la tête d'un mouvement politique. Si je ne suis pas capable de gérer cela, alors je n'ai pas ma place à la tête du Front National. Est-ce que vous regrettez parfois la manière dont les choses ont tourné ? Mais bien entendu, vous savez, moi, je rêve toujours de concorde, je rêve toujours de sérénité, je rêve toujours d'un long fleuve tranquille. Mais Ma question, c'est est-ce que vous regrettez d'avoir procédé comme cela ? Ah non, je n'ai pas regretté une seule fois, car je crois avoir pris la bonne décision, pas seul, il faut bien le dire, accompagné des instances dirigeantes du Front National, accompagné du bureau exécutif le 4 mai, accompagné de l'ensemble du bureau politique vendredi dernier, quand nous avons travaillé de très longues heures sur la refondation des statuts. Non, je n'ai pas de regret, car je crois que, encore une fois, il n'y avait pas d'autre solution. S'il y avait eu une autre solution, croyez bien que nous l'aurions mis en œuvre. Mise en œuvre, mais il n'y en avait pas d'autre. Vous dites, je rêve de sérénité, je rêve d'une vie qui serait un long fleuve tranquille. Et pourtant, quand on vous entend, on sent bien que vous êtes quand même beaucoup dans l'hostilité. Et d'ailleurs, le nom même de votre premier livre, À contre-flot, vous vous êtes quand même toujours construite contre. C'est pas ça, c'est que si vous voulez, on se retrouve. Il y a une contradiction entre vos propos et malgré tout le fait que vous soyez en permanence dans une. Je ne vais pas vous apprendre que la politique est un monde quand même extrêmement difficile, un monde de combat, et que le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on fait de la politique au Front National, on a quand même moins de facilité, il faut bien l'admettre, pour s'exprimer que quand on est au Parti Socialiste ou à l'UMP. Donc on se confronte, bien sûr, et il faut convaincre, et chaque jour est un travail. Ce travail est difficile.
et nous y mettons en même temps avec acharnement et avec enthousiasme. Moi, je suis en train d'écrire le prochain chapitre de l'histoire du Front National. Vous dites que vous rêvez de sérénité, mais ce sera visiblement pour une autre vie. Je veux que ce chapitre soit victorieux, mais la sérénité, c'est aux Français que je veux l'offrir. Je n'ai pas envie de l'offrir aux journalistes ou à mes adversaires politiques. Je veux l'offrir aux Français, la sérénité, la tranquillité d'esprit, ce chemin qui était le leur dans une vie où on sait où on va, où on n'a pas peur de perdre son emploi, où on n'a pas peur d'être agressé, soit ses enfants, ses parents, où il y a aussi le plaisir d'être ensemble. C'est votre moi présidente, Marine Le Pen. Non, mais le plaisir d'être ensemble, la joie de vivre, le bonheur d'être français, le plaisir de cette vie qui est une vie qui a été fabriquée. En gros, vous voulez réenchanter le rêve français, qui est un slogan qui est partagé aujourd'hui par des générations qui nous ont précédés, qui ont travaillé comme des bêtes pour nous obtenir ça, et nous sommes en train de brader cela. Et bien, je veux qu'on le retrouve. Voilà. Merci. Et l'offrir à nouveau aux Français. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée. Merci Stéphanie. C'est l'heure du 20h Week-end. Vous retrouvez Christophe Ondelat. Retrouvez une seconde diffusion de BFM Politique ce soir à 22h sur la chaîne BFM Business.